Ok, c'est parti. Du coup, bonjour à tous. Donc, je suis Laura, une ancienne étudiante de l'IM, et je vais vous parler du coup de mon métier à Sobo aujourd'hui, qui est level designer. Donc, je vais un petit peu m'introduire juste avant. Avant à Sobo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un bac littéraire et ça m'a amené à faire des études d'art parce que j'avais toujours eu cette passion pour l'histoire, l'art et la littérature. Et ça m'a amené en fait à poursuivre ça dans les études supérieures. Force est de constater que ça ne me plaisait pas du tout, que c'était pas fait pour moi parce que j'avais vraiment envie que l'art soit comme un média et non pas juste comme un bien qu'il fallait vendre. C'est là que je me suis tournée vers l'IM et à travers plein de game jams, plein de petits projets, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment, c'était de bosser directement sur les niveaux, dans les niveaux. Ça m'a amené à faire mon premier stage en tant que level builder à Spiders sur Gridfall. Et en 5e année, je me suis mise à rechercher un stage. Et j'ai eu la chance et l'opportunité d'obtenir un CDD directement en tant que LD chez Asobo. Donc en l'occurrence, Asobo, qu'est-ce que c'est comme boîte? Donc c'est une boîte qui a maintenant près de 200 employés. Ils ont commencé il y a quelques années en n'étant qu'une quinzaine, quoi, donc c'est assez fou d'avoir autant grossi comme ça. Leur dernier achievement, là, c'est d'avoir sorti Flight Simulator, mais aussi d'avoir obtenu du coup aussi Pégase sur avec Uplectel Innocence, et surtout un Steam Award pour le meilleur jeu narratif. Donc c'est énorme pour un petit studio, ce qui était un petit studio français de base. Dans les jeux qu'ils ont produits, c'était principalement des jeux commandes au tout début, avec des grosses commandes de Microsoft et Disney. Suite à la qualité des jeux et à leur rigorosité sur les jeux qu'ils produisaient, ils ont eu l'opportunité d'avoir une énorme commande de Flight Simulator qui leur a valu du coup un 91 métacritique. Donc c'est absolument énorme vu la prouesse technique que c'était en si peu de temps de produire un jeu, une simulation pareille, seulement à 100 personnes. Tout comme A Plague Tale Innocence qui a obtenu un 81 métacritique à seulement 60 personnes et qui se fait parfois comparer par les plus grands par un The Last of Us médiéval, quoi. Donc c'est... Ouais. Laura, pardon, je te coupe une seconde. En fait, alors, je sais pas si les autres c'est le cas, mais en fait, on voit les encarts zoom sur ta Ah presse. T'as une mince, partie de ok. ta presse qui est maxée, ouais, ouais, qui est masquée. Ouais, voilà, bah voilà, nickel. Bon, cool. Euh, donc c'est assez colossal comme réussite pour un studio comme ça et que Asobo souhaite bien continuer dans cette lancée. Donc c'est quoi level designer? Tout d'abord, avant de parler, c'est quoi d'être level designer à Asobo précisément? Le métier de LD, c'est un métier qui rassemble vraiment tous les éléments du jeu vidéo dans le studio. Donc vous allez rassembler l'histoire, le graphisme, le gameplay, tout ce qui est design, mais également le code. Donc c'est vraiment un travail d'équipe constant quand vous êtes LD parce que vous rassemblez le taf de tout le monde dans un seul et unique niveau. Vous vous occupez également de l'architecture, donc vous définissez l'architecture et la structure du niveau, vous créez des chemins clairs pour le joueur et pour le guider. Il y a également toute la partie design où là tu vas créer des niveaux de A à Z en comprenant tous ces enjeux. Tu vas constamment essayer de retranscrire les intentions design en gameplay et les intentions narratives en gameplay, histoire que le joueur fasse toujours quelque chose qui fait sens pour lui, qu'il apprenne quelque chose ou que ça prolonge l'expérience au niveau de l'histoire par le gameplay. Et il faut savoir communiquer absolument. Et au niveau technique, il faut que tu puisses scripter et manager tes events. Il faut que tu gères quelques IA avec des patrouilles d'ennemis, ce genre de choses. Il faut que tu puisses tenir tes documents à jour également. Et évidemment, il y a le debug à fond, tout au long de la production. Donc, ça fait pas mal de choses avec lesquelles tu vas pouvoir travailler. Et ça fait pas mal de responsabilités au final. Surtout dans un studio comme Asobo, on va y revenir après. Donc, être LD à Asobo, juste avant de vous en parler, je veux juste faire un disclaimer sur le fait que je n'ai pas travaillé sur Uplectel Innocence. Par contre, je travaille avec l'équipe qui l'a produite, donc les processus créatifs sont exactement les mêmes. Et je suis soumise à la confidentialité, donc je ne vais pas pouvoir vous parler du tout de ce que je fais, mais je vais utiliser au contraire que des exemples de Uplectel Innocence pour pouvoir vous parler pour illustrer en fait ce qu'on fait maintenant. Donc,
Mon équipe, elle est constituée de 3 personnes. En fait, on a 5 équipes de level designer sur notre projet. Et chaque équipe de level designer est composée d'un level designer, d'un level builder et d'un mesher. Donc moi, en LD, je suis supervisée directement par le lead level designer et le game director. Tandis que le level builder et le mesher, eux, c'est vraiment la partie plus artistique du niveau et ils sont directement leadés par le DA, du coup. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait chacun d'entre nous en tant que level designer? Je m'occupe du gameplay du niveau, de l'expérience du joueur et je veille au bon fonctionnement du niveau, histoire qu'on puisse le faire de A à Z. Tandis que le level builder, lui, il va vraiment veiller à l'environnement et à la cohérence graphique du niveau complètement. Par contre, on fait du coup constamment main dans la main le niveau et on s'occupe tous les deux ensemble que l'architecture, la structure du niveau soit à la hauteur, quoi. Et le mesher, lui, va venir nous prêter main forte. C'est un peu comment on pourrait appeler ça, un props artiste dans d'autres niveaux ou un level artiste. Il va venir nous prêter main forte dans d'autres phases de production, car au début, en fait, il va faire que de préparer des petits meshs, donc des assets 3D pour le niveau. Il va assister le level builder quand il va falloir mettre la main à la pâte dans le niveau et commencer dans des niveaux énormes de 45 minutes à créer vraiment des petites scénettes avec des props partout et remplir le décor. Et sinon, entre-temps, en fait, il réalise ce qu'on appelle des dioramas à Sobo. Donc un diorama, ça consiste en quoi? C'est un peu une preuve de concept d'un concept art. Le directeur artistique fait un concept art hyper cool d'un niveau et en fait, le mesher, lui, va essayer de le reproduire en 3D pour prouver qu'en fait, ça va marcher et que ça va être un niveau qui tabasse au niveau visuel. Donc c'est une petite scénette sans aucun gameplay, mais qui prouve un concept. Et après, on réutilise les meshs qui ont été faits dans ce diorama directement sur le niveau pour gagner du temps. Donc à présent, la création d'un niveau. On a 5 grosses étapes dans la création d'un niveau. Il y a la structure, le blockout, la first pass, la seconde pass et le polish. Donc on va revenir sur chacune de ces phases juste après. Et il y a tout le debug tout le long de ces phases-là. Et après le polish, je dirais même qu'il y en a encore une autre qui s'appellerait juste le debug, quoi. Donc comme je disais, je vais vous parler, je vais illustrer tout ça avec Uplectan Innocence. Et plus particulièrement le niveau 4 qui s'appelle The Apprentice. C'est possible que pendant la conférence, je l'appelle Farm, parce qu'on l'appelle régulièrement comme ça, du coup. Donc Farm parce que le niveau se passe dans une ferme, tout simplement. Donc le niveau 4, pourquoi il est si intéressant en fait à étudier? C'est que c'est un niveau qui est hyper complet, parce que c'était en fait la vertical slice de A Plague Tale. C'était la vertical slice car elle montrait vraiment toutes les grosses features de Plague, c'est-à-dire les ennemis humains, du stealth, des puzzles, des rats, pouvoir d'alchimie, et également la grosse feature des compagnons qui est très propre à Plague. Donc pour commencer, on va commencer par la structure, donc la toute première phase, où là l'objectif ça va être de construire et définir la map. Et par où est-ce qu'on commence? En fait, au tout début où on doit commencer à faire une map complète. Il y en a un concept art du directeur artistique qui va nous permettre vraiment de nous imprégner de l'environnement, comprendre le lieu et savoir dans quel type d'environ on va vouloir faire évoluer le joueur. Donc là, par exemple, on reconnaît du coup Farm, c'est un niveau qui va se passer dans des grands champs. Et on peut déjà deviner avec ces deux concept art que ça va être à la fois verdoyant mais lugubre, et on devine toujours la ferme et le moulin au loin qui sont déjà des landmarks hyper forts qu'on va pouvoir réutiliser dans le niveau. On a des enjeux narratifs à chaque fois, puisque le game director, le lead narrative designer et le directeur artistique en fait se mettent à discuter entre eux et définissent toutes les grosses avancées de ce niveau, toutes les grosses étapes. Donc les enjeux narratifs qu'ils vont décider là pour le niveau farm, c'est de trouver Laurentius pour soigner Hugo. Pour ceux qui ne savent pas, dans A Plague Tale Innocence, on joue Amicia qui doit protéger son frère Hugo qui souffre d'une maladie. Donc on doit trouver Laurentius pour soigner Hugo. On doit également introduire Lucas qui va être notre compagnon d'aventure tout le long. Donc c'est hyper important de bien l'amener narrativement. On va avoir une vraie impuissance face aux ennemis humains parce qu'après tout, on n'est que 2 orphelins dans un monde hyper cruel face à l'Inquisition. Et on a également les rats et la peste qui dévorent complètement la région. Et pour ceux qui ne savent pas, A Plague Tale, c'est principalement des rats qui transportent la peste. Ensuite, dans les enjeux design, on va avoir l'objectif d'atteindre la ferme de Laurentius. Donc ça va être vraiment l'objectif en tant que joueur.
En tant que LD, là, nous, notre but, ça va être vraiment d'introduire le compagnon Lucas, d'introduire cette feature qui est Lucas, pour également introduire l'ignifer, donc qui est le premier pouvoir d'alchimie que va avoir Amicia, et le premier pouvoir qu'elle va avoir contre les rats surtout, ce qui est hyper important. On va faire beaucoup de stealth avec les ennemis humains, ce qui va corréler vraiment avec la peur, la pression qu'on va avoir en enjeu narratif contre les êtres humains, l'Inquisition. Et enfin, on va introduire le fait que les rats mangent des êtres vivants, et c'est la toute première fois en fait qu'on va le voir en jeu, donc il faut faire un événement qui soit assez marquant pour ça. Une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir créer en fait notre flow du niveau, c'est-à-dire étaler sur ces 45 minutes tous ces éléments que je viens de parler juste avant en enjeu. Donc ça, c'est souvent les leads, c'est principalement les leads qui le font. Et nous, en fait, après, on est amené à déplacer quelques briques quand on se rend compte que ça ne nous convient pas. Mais généralement, le flow est déjà un peu imposé par les leads, quoi. Donc, on va avoir les 25 premières minutes où on va se mettre à fond sur les ennemis et la narration. Puis, on va avoir 10 minutes au milieu où on va mélanger narration et rap. Et enfin, sur les 20 dernières minutes, on va arriver à la ferme de Laurentius. On va avoir Lucas qui va nous introduire l'ignifer. Et c'est grâce à cet ignifer qu'on va pouvoir s'échapper de la ferme parce qu'on va pouvoir être capable de produire de la lumière pour s'en sortir. Et donc là, on va mélanger de la narration, des rats et du puzzle. Donc maintenant, on va voir ensemble, on va découper chacune des parties du niveau pour voir comment en fait on a réussi à rassembler toutes ces briques dedans et à rendre tout le niveau hyper cohérent. Juste avant, du coup, en structure, on va d'abord essayer de comprendre la map en 2D. Donc là, c'est un schéma de A Plague Tale Innocence de Farm, justement. On va chercher vraiment à définir les espaces dont le niveau a besoin, structurer mentalement le pacing du niveau et avoir un point de vue hyper macro, un point de vue cohérent sur l'ensemble du niveau en 2D. On passe assez vite en 3D, où là, on va chercher à vraiment avoir des landmarks visibles, un niveau complètement sans gameplay. On veut juste en structure pouvoir marcher de A à Z au niveau et proposer en fait une navigation qui est hyper visible et agréable. Et donc tout ça, c'est fait directement avec le level builder. Ensuite, on va entamer l'étape du blockout une fois qu'on a notre structure. Là, l'objectif, ça va être d'intégrer le gameplay et d'avoir une vision beaucoup plus micro sur chacun de nos petits éléments qu'on citait tout à l'heure, les briques de narration, les briques d'ennemis et tout ça. Donc on va regarder ensemble. Le niveau commence comment? Le niveau commence où on arrive dans un super joli décor et on va pouvoir voir le landmark du moulin, rappeler du coup l'objectif comme quoi il faut aller dans la ferme de Laurentius, là où il y a le moulin. C'est un moment où on va pouvoir profiter de faire un peu de partage avec Hugo, car c'est hyper important dans ce jeu d'avoir constamment les deux protagonistes, les deux frères et sœurs qui discutent. Et on va également comprendre que l'Inquisition n'est pas trop loin, parce qu'il y aura un corps mort par terre. C'est un petit event que le LD a décidé de mettre pour pouvoir rappeler que le danger n'est toujours pas très loin, et ça va pouvoir permettre d'enchaîner directement avec des briques contre des ennemis. Donc on va enchaîner 10 minutes contre des ennemis, où on va vraiment mettre en avant toutes les mécaniques de stealth qu'on a appris auparavant. Pour ce sentiment d'impuissance, on va mettre principalement des ennemis casqués. On est incapable de les tuer à ce moment-là, ce qui te force vraiment à constamment réfléchir à ce que tu veux faire. Et on va avoir une certaine dépendance à Hugo également dans ce niveau. Donc là, je vous propose en fait de regarder très rapidement cette brique de gameplay spécifique. Parce que ce qui est hyper intéressant avec celle-là, c'est qu'elle mélange tous les aspects stealth qu'on veut. Ça veut bien changer. J'espère que ça lag pas trop. Donc en fait, on commence directement dans des hautes herbes. Donc on est caché, le mec fait sa patrouille. On doit passer par la maison en face, sauf que la fenêtre est fermée. Donc on va devoir donner l'ordre à Hugo de se rendre dans la maison pour nous ouvrir la fenêtre pour passer. Sauf que malheureusement, Hugo est super lent, donc on va devoir l'aider pour passer en faisant une distraction pour le garde, en faisant du bruit. Le garde va aller se rendre à l'endroit du distract, ce qui va nous permettre d'envoyer Hugo, qui est super lent, mais comme ça, il a le temps de passer. Hugo va rentrer dans la maison et bientôt nous ouvrir la fenêtre.
Donc voilà, Hugo ouvre la fenêtre, nous on est toujours cachés et on va pouvoir le rejoindre juste après dans la maison. Donc ce qui est intéressant avec, cette brique, c'est qu'elle mélange vraiment tous les aspects qu'on veut montrer à ce moment-là du jeu, au niveau des ennemis et du stealth. Et c'est le travail d'un LD en fait à chaque fois d'essayer de reproduire la même brique sous plusieurs formes différentes, toujours trouver une nouvelle recette cool en fait pour te montrer les mêmes choses, mais de manière totalement différente sans que tu te rendes compte. Et que tu continues d'apprendre, tu as l'impression de constamment apprendre et maîtriser ce que tu fais. Ensuite, on a eu un moment quand même assez tendu contre les ennemis, donc là on cherche un peu à calmer le rythme. C'est hyper important dans ton design de casser le rythme et de ne pas toujours mettre le joueur sur la même émotion parce que sinon, en fait, il ne tient plus le coup, quoi. Et ce que tu veux montrer n'a plus tant d'impact que ça. Donc, on va faire un peu d'explo. Et là, le LD, donc, qui s'appelle Sandro a une idée pour cette partie d'exploration, en fait, de faire un petit passage dans les villes. Donc, ça rappelle du coup Bordeaux, tout ça, la région Aquitaine. Et surtout, en fait, c'est un moment où Hugo va vouloir jouer à cache-cache et il va se barrer. Sauf qu'Amicia, elle va pas du tout trouver ça drôle, elle va être complètement apeurée de perdre son frère, elle sait que l'Inquisition est pas loin. Et c'était l'occasion, en fait, dans un moment narratif, de montrer à quel point les deux états d'esprit des personnages sont différents et c'est hyper important tout le long du jeu. Amicia est beaucoup plus stressée face à Hugo, qui est le petit garçon naïf qui voit pas ce monde aussi cruel qu'elle. Ensuite, on va avoir de nouveau 10 minutes de stealth contre des ennemis. Et là, ce qui est particulièrement chouette dans ces 10 minutes de stealth, c'est qu'on va être dans des immenses champs de blé. Et ça va nous permettre en fait d'utiliser de manière hyper organique la feature de hautes herbes. Donc, c'est pas comme dans certaines situations un peu gamey où bah, hop, il y a une petite botte d'autres herbes et tu sais pas trop pourquoi, mais elle est bien pratique. Là, vraiment, en fait, tu vas utiliser ton environnement pour mettre en valeur une feature. C'est l'environnement au service des features et pas l'inverse, et du coup, ça ne crée pas quelque chose de gamey, au contraire, ça paraît hyper normal. Ensuite, on va retrouver un petit moment de narration avant de trouver les rats. Dans ce moment de narration, ce qui est intéressant, c'est que la maladie d'Hugo va se réveiller et on va encore une fois rallier le narratif et le gameplay en faisant en sorte qu'Amicia soit vraiment un support dans les deux cas. Donc les 3C changent carrément puisqu'elle se met à porter Hugo, elle est beaucoup plus lente, on voit que son petit frère est lourd, qu'elle a du mal à le porter, mais elle cherche à l'aider tout de même parce que c'est qu'un petit garçon. Et donc c'est un moment hyper fort en fait, autant en gameplay qu'en narration. Donc ensuite, on va se retrouver aux abords de la ferme, qu'on voit au loin. On y est bientôt, sauf que malheureusement, la nuit est tombée et les rats commencent à tous débouler. Donc là, on reprend nos mécaniques de rats qu'on connaissait auparavant. Et on a vraiment ce sentiment d'impuissance et ce danger constant, car les rats ne font, contrairement aux ennemis où ils sont prévisibles, là les rats sortent de partout dans la terre. Et on recrée un moment hyper stressant à ce moment-là. Pour arriver jusqu'à la ferme de Laurentius, on va avoir cette espèce d'ascension. Le LD, là, s'était dit, vu que le moulin, on le voit dès le début du niveau, car il est assez haut dans une colline, il faut que logiquement, il soit en hauteur, du coup, quand on y arrive. Et ça permet de créer ce moment hyper fort où on fait une ascension vers la ferme en poussant un chariot qui est hyper lourd avec son petit frère, en traversant du coup des centaines de cadavres de cochons. C'est un moment qui est assez fort et c'était hyper important de marquer cette arrivée chez Laurentius puisque tu arrives enfin à ton objectif. Lorsque tu arrives chez Laurentius, tu vas avoir l'occasion de vraiment souffler là. Tu vas avoir 10 bonnes minutes de narration. Parce que juste avant, tu as eu l'Inquisition et les rats, ça fait vraiment beaucoup. Donc là, on va explorer la ferme, on va avoir une cinématique dans laquelle on découvre Laurentius qui est vraiment très malade, qui va nous donner du coup un nouvel objectif à atteindre, et surtout, il va nous présenter Lucas qui était son apprenti alchimiste. Avec Lucas, on va se retrouver dans la ferme et là avoir une phase un peu de puzzle, où ça va nous permettre de réfléchir un peu plus, contrairement aux phases d'action un peu qu'on a eues juste avant. Et là, le LD Sandro, son objectif ici, c'était de montrer la feature dont je vous parlais tout à l'heure, où les rats sont attirés par les êtres vivants. Donc il y avait plusieurs façons de le faire, ce truc-là. Il aurait pu juste mettre quelqu'un qui court et qui se fait pourchasser par les rats, ce genre de choses. Mais il fallait vraiment créer un moment plus impactant et plus fort.
Et donc là, l'idée qu'il a eue, c'est de... Il y a un petit cochon, il y a un gros cochon en fait, qui est en train de manger un sac de grains dans la ferme. Et toi, en fait, tu vas devoir tirer le sac de grains jusque dans la grange pour l'attirer vers les rats et faire en sorte que du coup, le cochon se fasse bouffer par les rats. C'est un moment qui est assez fort parce que tout le long de ce puzzle, en fait, tu as Hugo qui est à côté en train de dire « Mais Amicia, il est gentil ce cochon, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi tu l'emmènes dans la grange ?» Et du coup, c'est un moment qui est hyper fort parce que c'est complètement en contraste avec la naïveté d'Hugo. Et toi, en fait, tu es obligé d'être cruel pour pouvoir survivre. Donc, c'est ce genre de moment où, quand tu introduis une feature, c'est hyper important de l'introduire de manière exotique, cool, parce que tu auras tout le reste du temps, en fait, elle sera un peu plus classique. Ensuite, Lucas va du coup nous introduire l'ignifer, donc ce fameux sort d'alchimie qui va nous permettre d'allumer des zones de lumière pour pouvoir se frayer un chemin à travers les rats. Et Lucas, en fait, à ce moment-là, c'est hyper important, c'est qu'il est vraiment confirmé en tant que compagnon de confiance. C'est pas juste le PNJ de Skyrim qui est à côté de toi et qui parle de temps en temps. C'est vraiment le compagnon qui t'apprend des choses, qui va t'aider tout le long de ton aventure. Et qui t'offre carrément un nouveau sort. Avec cet ignifer, on va être capable du coup de sortir de la ferme et de se frayer un chemin en dehors. Et pour marquer un peu la fin du niveau, il y avait un moment hyper exotique à faire, un truc cool pour marquer cette fin de niveau. C'est là que Sandro a pensé en fait à reprendre ce moulin en tant que le moulin du Lenmark pour cramer les palmes. Et en fait, avec les palmes qui tournent, ça t'oblige à timer ton passage à travers les rats et du coup à faire hyper gaffe de ne pas passer quand les palmes sont hautes. Ce qui est hyper cool avec ce passage, c'est que c'est très marquant, tu ne le verras pas une autre fois dans le jeu, tu ne vois pas ça souvent de voir des moulins qui brûlent dans un jeu. Et c'est ce genre de moments exotiques hyper forts, qui sont coûteux, mais du coup c'est très souvent ce genre de moment auquel le joueur va repenser. Et s'il parle du jeu à ses potes, c'est très souvent ces 10 petites 30 secondes, ces petites 30 secondes dont il va se souvenir. Et puis pour finir, on a une course-poursuite finale pour marquer la sortie du niveau, où là, l'ignifer ne sert plus à rien, il faut foncer au bateau pour s'en sortir. Donc c'est la version finale qui est comme ça. Là, pour le coup, on peut voir que c'est un block-out de Plague Tale, dans laquelle, au contraire, en fait, il fallait allumer sur son chemin des bottes de paille pour pouvoir se frayer un chemin jusqu'au bateau. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était un petit peu lent, que ça t'obligeait à t'arrêter pour allumer tes trucs, alors que là, il fallait juste courser et pas se prendre la tête, quoi. Ça fait partie de ces processus d'itération. Je vais en reparler juste après. Donc concrètement, une fois qu'on a établi toutes ces tâches et qu'on a pensé à tous ces events, qu'est-ce qu'on a fait? On a scripté des events, du coup, ici. Donc, par exemple, là, tu t'approches d'Hugo, ça lance un dialogue, ça lance une cinématique, ça lance une animation, whatever. On a intégré les combats, donc on a défini les types d'ennemis, les patrouilles, tout ça dans le but de créer un challenge. Donc, comme je disais, tu utilises un ennemi casqué parce qu'à ce moment-là, tu veux créer un moment d'impuissance et tout ça. On a intégré les rats. Donc, l'intégration des rats avec tous ces enjeux techniques que ça peut avoir. On s'assure de la cohérence globale constamment. Il faut absolument que toutes tes briques le long de ton niveau, elles fassent sens, que tu n'aies pas l'impression à un moment d'être trop resté avec les ennemis ou des fois rester trop avec les rats où ça peut commencer à être lassant. Et puis, au niveau ossature, c'est le LD qui s'occupe de placer tous les checkpoints, les objectifs, les tutoriels, définir avec le lead level designer quels sont les unlocks et les upgrades qu'on a à ce moment-là du niveau. Du coup, il faut évidemment les scripter quand on les débloque ou qu'on ne les débloque pas. Et il faut prévoir du loot sur tout ton espace de jeu, histoire que le joueur ne soit jamais en rab. Au niveau technique, il faut que tes scripts soient commentés, comme en programmation, c'est hyper important. Si un jour tu es malade ou tu n'es juste pas là, que quelqu'un puisse reprendre ton niveau et comprendre ton script. Tu places les collisions, donc ça là-dessus, le level builder t'aide aussi, tu n'es pas tout seul non plus. Faut que ça s'enchaîne bien avec la map suivante et même en block-out, il ne faut pas qu'il y ait de bugs bloquants.
Il faut que le niveau soit traversable de A à Z. S'il y a des bugs sur le chemin, c'est pas grave, mais il faut absolument pas que le trajet de ton joueur soit bloqué par un bug. Hyper important, du coup, pendant le blockout et pendant toutes les autres phases, c'est vraiment la communication. On le dit jamais assez, mais c'est vraiment le cœur du métier, puisque tu rassembles le boulot de tout le monde dans ton niveau. Donc, c'est hyper important de savoir où en sont chacun de tes membres de ton équipe, parce que parfois, un programmeur est en train de te développer une feature pour ton niveau, et ça se trouve, juste avec une discussion de 5 minutes, tu aurais bien plus appris sur cette feature qu'en restant tout seul devant ton ordi à essayer de l'imaginer. Et évidemment, beaucoup d'itérations, je vais revenir dessus après. Mais ouais, le niveau farm, étant donné que c'était la vertical slice et qu'il y avait beaucoup de concepts à prouver à ce moment-là, on est constamment en itération à Asobo. Le but, c'est de faire le meilleur jeu possible et pas... s'il faut casser des trucs, passer un coup de bulldozer, il faut le faire. Du coup, la first pass, ici, l'objectif, ça va être d'avoir un vrai step-up visuel et design. Donc d'abord, le step-up visuel, comme vous pouvez le voir, là, vous avez deux exemples. Il y a un block-out de Plague Tale, ainsi qu'une first pass. Vous reconnaissez un petit peu l'endroit, donc ferme, face au même ennemi. On peut voir déjà que Amicia a changé, mais ça, limite, c'est pas le plus important, mais c'est notre niveau, quoi. On a enfin des mèches 3D et une light qui est hyper cool. On commence vraiment à comprendre l'intention artistique qu'on veut donner. Donc là, la first pass, c'est un gros boulot pour ton level builder. Il ne va plus t'assister en architecture et compagnie. Il va se mettre à faire que des props et à toutes les placer dans l'environnement. Il y a également l'intégration de la narration à ce moment-là. On a aussi des améliorations design. Comme je disais, l'itération est hyper importante et elle se voit pas qu'au travers d'un bulldozer qui supprime tout et qui recommence tout, mais aussi par l'amélioration. Par exemple, on peut voir sur le blockout de A Plague Tale à gauche, c'est le même moment en fait que l'ascension dont je vous parlais tout à l'heure à droite. L'intention au tout début pour Sandro, ça a toujours été de monter vers la ferme et de faire un truc hyper fort à ce moment-là, avec des rats, des cochons morts et tout ça. Et c'est vrai qu'il s'est rendu compte, mais en fait, juste avancer avec ma torche tout seul, c'est pas assez fort. J'ai pas assez cette sensation de montée hyper compliquée, difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Et ça donne le résultat final, du coup, à droite, où on garde toutes les intentions qui étaient au début. Et on fait que de les rendre meilleures avec, avec ce gros push-pull là qui mène jusqu'à la fin. Comme je disais, du coup, il y a même plus des itérations plus grosses. Je ne sais pas si vous avez joué au jeu, vous vous souvenez que dans ce niveau, à un moment, on passe dans une scierie. Ça, c'est l'état actuel de la scierie pendant la first pass. Et ça n'a plus rien à voir avec celle du jeu final. On n'est même plus dans un si grand endroit ouvert, on est dans un hangar. Et ça a été complètement changé en fait pendant la first pass, parce que la complexité était trop punitive et qu'il valait mieux privilégier les possibilités et les espaces. Et ça arrive vraiment souvent, surtout à l'époque où ils étaient eux-mêmes en train de tester leurs features. Il n'y a pas le choix, parfois il faut raser, même si tu as déjà pris du temps à habiller la partie du niveau, tant pis. La seconde passe, c'est le polish. Du coup, là, les objectifs, c'est de cleaner, tweaker, faire du polish. Donc tout simplement, c'est un moment où le niveau va commencer vraiment à prendre forme, on va avoir toutes nos intentions hyper cool, on va juste essayer d'équilibrer, de faire du debug. Là, l'habillage est complet. Et s'il y a des itérations, c'est normalement des itérations beaucoup plus micro. Telle ou telle brique, le tel ennemi, en fait, c'était pas le bon, il valait mieux en mettre un autre parce qu'il est trop facile ou trop difficile. Tu changes des petites choses comme ça. Mais par contre, on évite de raser des trucs. En conclusion, du coup, j'aimerais vous parler un peu des qualités que ça demande en tant que level designer pour pouvoir produire tout ça. Donc, il faut vraiment un bon esprit d'équipe, communication, comme je vous en parlais. Il faut également une grosse capacité à se projeter. Parce que comme on voyait au tout début, tu as juste un concept art et quelques intentions et tu vas devoir construire complètement une map en 3D. Une map de 45 minutes, c'est assez colossal et parfois tu vas montrer des passages de ta map à quelqu'un, un programmeur par exemple, il va pas forcément réussir à se projeter dans ton truc, mais toi si tu es passionné et que tu lui dis mais si, là regarde, il y aura un truc super cool,
et ben en fait, tu emmènes tout le monde avec toi et ça donne envie à tout le monde de faire un bon niveau. Il faut être hyper rigoureux parce que sur 45 minutes de jeu, tu te retrouves avec tellement d'informations dans tous les sens, surtout quand la narration et l'art arrivent. Ça devient hyper compliqué de s'y retrouver si c'est mal rangé. Sachant que pour mon cas, je suis en charge de 4 maps différentes, chacune de 45 minutes. Donc, je fais en sorte que ce soit bien rangé parce que quand je reviens sur une map après 2 mois, tu es un peu perdu, tu ne sais pas où te retrouver et heureusement que c'est clean, quoi. Il faut une capacité à itérer, comme je vous l'ai dit, c'est hyper important, c'est la base même du design. Et Asobo, c'est un truc sur lequel ils sont hyper à cheval. Il faut pas que ça va directement avec l'ego. Il faut pas que tu aies l'ego de ne pas changer les choses parce que c'est les tiennes. Il faut que tes goûts, en fait, pour le joueur. Le but final, c'est pas de te faire plaisir à toi, mais de faire plaisir aux joueurs. Et c'est déjà arrivé, une map, sur A Plague Tale, il y a une map qui était arrivée en fin de blockout, donc qui était très fonctionnelle. Mais en fait, cette map, elle n'est pas dans le jeu final. Ils se sont juste dit, bon, bah en fait, ça marche pas, ce qu'on a fait dedans, elle sert à rien, on cut. Donc, tu as passé 3 mois sur ce niveau-là pour faire quelque chose et enfin, ça arrive de devoir cutter, quoi. Farm, en l'occurrence, a eu tellement de changements, ça n'a plus rien à voir avec la structure de base. Si j'ai quelques conseils à vous donner par rapport à quoi l'école m'avait préparé, donc c'est la communication en équipe tout d'abord. On ne s'en rend pas compte, mais pensez à vos pires game jams et vos pires projets où vous avez l'impression que ça va être impossible à gérer parce que vous êtes avec que des personnes avec qui ça ne fonctionne pas, vous ne vous entendez pas, où il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver dedans. Et mais en fait, c'est les moments les plus formateurs parce que tu apprends à gérer tes émotions et à gérer comment tu parles aux autres. Et c'est hyper important après dans le milieu professionnel. Les présentations jury m'ont vraiment beaucoup préparé parce que aujourd'hui, ça arrive très régulièrement que je présente mes maps au directeur artistique, au chef de projet, au creative director, au lead level designer. Et du coup, tu te retrouves devant tout ce beau monde avec juste ton pad pendant 45 minutes à jouer devant eux et à commenter ce que tu fais en live. Et tu te sens hyper seul. Mais c'était hyper formateur, quoi. D'avoir fait autant de présentations à l'IM, au moins une par semaine, finalement, tu es assez rodé et tu n'as pas trop de mal à t'exprimer du coup face à un jury. Les milestones est rendu, évidemment, même si aujourd'hui c'est avec beaucoup plus de responsabilités et c'est assez chaud. Le fait d'avoir des projets aussi bien segmentés à l'IM avec des gates, ça ne représente que la réalité et le stress que ça peut procurer. Et les élèves actuels sont réellement ton futur réseau. Aujourd'hui, j'ai un de mes... il y a un des line producers sur mon projet qui est un ancien de ma promo. Donc j'ai la chance qu'on s'entendait bien et du coup la situation est plutôt marrante. Mais tu peux vraiment te retrouver plus tard avec des personnes que tu as quittées à l'école en n'étant pas dans la meilleure des ambiances. Donc quand Thomas Nicolet dit les élèves sont votre futur réseau, c'est la vérité, vraiment. Il faut bien se préparer également en plus de l'école. Je voulais parler des game jams dans le sens où si vous voyez vos game jams comme la dernière game jam de votre vie, celle-là qui est la plus importante, ben, ce sera génial parce qu'au final sur votre portfolio, vous en aurez au moins 5 ou 6 qui seront hyper clean. Et quand tu as un portfolio étudiant, tu cherches à avoir le plus de contenu et de la meilleure qualité. Et en ayant tabassé tes game jams, et ben en fait, ça te donne une super grosse crédibilité, surtout en design, contrairement à la programmation ou l'art où je ne vais pas dire que la programmation c'est visuel, mais tu peux prouver plus facilement en fait que tu es bon et que tu es technique, alors qu'en design, c'est hyper difficile très souvent de dire ah, regarde ma feature. Enfin, il faut vraiment en parler à voix haute et faire jouer la personne. Sauf que le recruteur, il n'a pas souvent le temps de jouer à tout. Il va peut-être le faire en entretien. Donc là, c'est l'occasion vraiment de tabasser tes game jams pour rendre ton portfolio crédible. Tes projets perso à côté, tu peux faire des études de LD. Moi, ça m'a vachement aidé à comprendre comment certains niveaux dans mes jeux préférés ont été construits. Tu peux du coup essayer de les reproduire en blockout sur Unity ou sur Unreal. Ça aide vachement à comprendre les espaces. Ça m'avait vraiment pas mal aidé.
prépare-toi à mort aux tests et aux entretiens, parce que tout se joue à ce moment-là et ça vaut vraiment le coup. Soyez curieux. Je dis ça parce que très souvent en jeu vidéo, il y a beaucoup de profils qui se ressemblent, c'est-à-dire j'aime les jeux vidéo et je veux faire des jeux vidéo. Et c'est hyper dommage parce que parfois, une personne qui a une passion pour la cinématographie, l'ingénierie aéronautique, enfin, n'importe quelle autre passion, bah, ça apporte énormément dans ta vie de tous les jours et dans ton design et dans l'approche que tu as aux choses. Et ça fait de toi quelqu'un de beaucoup plus ouvert et à même à designer, quoi. Donc, franchement, ouvrez-vous à plein d'autres trucs. Il y a plein d'autres bonnes refs à prendre qui ne viennent pas du jeu vidéo pour créer des jeux. Et aussi, un portfolio de pro. Faites vraiment oublier que vous êtes étudiant. Enfin, moi, ça m'a vachement aidé. Je me suis dit, OK, je vais faire oublier que je suis étudiante. Je vais faire le portfolio le plus clean possible, comme si j'étais une professionnelle. Et en fait, ça se ressent à la fin sur ton portfolio parce que ça le rend hyper crédible. J'ai vu plein de portfolios étudiants où les mecs mettaient des gifs de Sonic parce que, comme si c'était leur Skyblog, mais c'est pas le moment de faire ça, quoi. Il faut il faut te montrer au marché et vu que c'est assez difficile, il faut vraiment être le plus clean possible. Pour plus apprendre, je vous propose quelques livres. Moi, je sais que celui qui est tout à gauche là, ça a été vraiment une espèce de bible de level design pour moi. J'ai tellement appris dedans. Et même si vous pensez déjà en savoir pas mal sur le LD ou pas, ce qui est hyper cool en lisant des bouquins comme ça sur le design, c'est que tu mets des mots sur des concepts que tu avais dans ta tête et que tu n'avais pas illustrés. Et ça m'a permis, en fait, sans m'en rendre compte, en entretien, j'ai ressorti des mots techniques et ce genre de choses. Et ça m'a valu peut-être d'avoir un CDD au lieu d'un stage. Je dis ça. Et du coup, vraiment, être hyper technique et apprendre des choses ailleurs que pendant les cours, ça aide vachement. Et évidemment, si vous ne le savez pas déjà, sur Twitter et YouTube, il y a des super communautés de LD. Ça mérite de l'y suivre. Voilà, c'est tout pour ma présentation. Et maintenant, je vais pouvoir répondre à vos questions. Et merci beaucoup, Laura. Je pense que tu as fait le bonheur de futurs aspirants level designer. Et il y a quelques questions déjà. Est-ce que tu comptes transmettre tes slides ou pas? Oui, bien sûr. Ok, super. Une personne qui demande, qui pose une question à propos du langage utilisé par le moteur d'Asobo. C'est du C++. Normal. À quel moment vous intégrez les playtests dans la production et est-ce que, en tant que LD, vous prenez en compte ces retours? Ouais, ça arrive du coup à la fin des blockouts. Parce que comme je disais, à la fin des blockouts, tu as juste le gameplay et t'es pas, l'art ne vient pas flouer tout ça, puisque c'est de la 3D et du greyboxing. Et du coup, bien sûr, on prend tout en compte et ça va être. J'ai pas encore eu l'occasion de participer à ça parce qu'on n'a pas encore fini. On n'est pas dans l'étape de production où on a lancé les playtests, mais je suis impatiente de voir à quel point ça marche pas. Et recommencer. Vas-y, Johan. Il y a une personne qui aimerait savoir si en tant que LD à Sobot, tu es aussi amené à conseiller au lead designer des changements car tu te rends compte que ça marche pas ou que tu as des idées qui peuvent être plus intéressantes. Alors, c'est un truc qui est vraiment génial là-bas, c'est que toute l'organisation est hyper organique. Tu te lèves, tu vas voir quelqu'un, tu peux lui dire ça c'est de la merde. Et il fait quoi? Et tu te poses avec lui, tu en discutes. Et en fait, tout le monde est assez direct là-bas. Donc au début, c'est assez déroutant parce que c'est pour ça que je disais, il ne faut pas avoir d'ego. C'est hyper important parce qu'à tout moment, quelqu'un peut venir te dézinguer. Et du coup, c'est hyper chouette. Tu t'en parles au lead level designer, tu lui dis, bah là, regarde, vas-y, joue. T'en penses quoi? Je trouve que ça marche pas parce que tel truc. Et il fait, ah ouais, t'as raison. Du coup, quelle solution on peut trouver? Donc c'est constamment comme ça. C'est vraiment plaisant. Tu te sens pas non plus. T'es jamais contraint dans ton design. On te demande vachement, au contraire, d'amener ce que toi tu imagines et d'amener ta propre créativité. Il y a une personne qui pose une question à propos du niveau technique requis pour le level design. Tu as parlé de script et d'IA, mais à quel point Ouais. est-ce que c'est pointu, tout ça? Oui, alors pour vous rassurer, pour ceux qui me connaissent peut-être, j'étais une bille en programmation, mais nulle. Limite, j'étais hyper effrayée parce que je pensais pas du tout en être capable.
Et c'est ce que j'avais dit à l'entretien à Sobo. Je leur avais dit, moi, mon axe d'amélioration principal, c'est le scripting. Et en fait, ce qui est chouette, c'est oublier le C# et C++ et ses complexités. Là, en fait, c'est un langage de script qui ressemble un peu à Lua. C'est un langage de script que les programmeurs nous ont fait, nous LD, où on fait des petites commandes hyper simples du style quand le player rentre dans un volume, alors je lance tel truc. Donc en fait, ça fait 3 lignes à chaque fois pour un petit event et ça rend le truc... Au début, c'est un peu effrayant, mais tout le monde est toujours là pour t'aider. Et en fait, ce qui paraissait être quelque chose d'insurmontable en technicité devient hyper simple à la fin. Parce que c'est vraiment fait pour être un script simple. En tout cas, chez Asobo. Et du coup, la deuxième question, au niveau artistique. Ouais. Est-ce que tu dois avoir un bon niveau artistique Artistiquement, on ne demande pas de faire de mèches ni de props. Ce qui est important, c'est d'avoir une grosse sensibilité architecturale. Si tu es intéressé par tout ce qui est artistique à côté, ça va forcément t'aider pour créer des niveaux qui sont cool et encore plus t'entendre avec ton level builder. Comme ça, vous pourrez fournir tous les deux des idées et enrichir votre niveau avec. Mais ouais, sinon, concrètement, mis à part parfois de temps en temps faire des blocs mèches. Par exemple, je veux faire une maison rapidos, je fais un cube et un triangle, point barre, quoi. Il n'y a pas plus. Combien de temps prennent les block out à peu près? Ça dépend. Pour juste avoir un block-out, donc tu as eu la phase de structure où tu as à peu près un mois et demi, si je ne dis pas de bêtises, et le block-out, ça dure un mois et demi également. Plus selon la production, comment les choses sont passées. Moi, je sais que particulièrement, j'ai des niveaux qui se passent au début du jeu. Et du coup, constamment, quand j'ai un de mes niveaux avec une feature qui saute, ben, je dois la remettre dans un autre, qui est évidemment à moi. Donc en fait, je suis constamment... tu peux avoir facilement ce qu'on appellerait du retard, même si ça n'en est pas. Et le block-out peut prendre plus de temps que prévu parce qu'il y a toutes ces phases d'itération qui parfois ne sont pas prévues par la prod, quoi. Donc entre un mois et demi et 2 mois et demi, je pense. Ça dépend. Et qu'est-ce que tu conseilles de mettre dans ton portfolio, ton book? Du coup, dans mon portfolio, si vous voulez aller le voir, vous pourrez le retrouver facilement. Ce qu'il faut mettre en avant, du coup, tes projets pro. Donc, si tu as un stage de 3e année et toutes ce qu'on appelait les BAP à l'époque, ça s'appelle comment maintenant? J'ai oublié. Vas-y, Thomas. Ça s'appelle l'époque. Les profs POC. concept. Donc moi, je sais que j'ai mis en avant les projets POC et mon stage de 3e année dans la partie professionnelle. Parce qu'après tout, le projet POC, c'est un projet pro. Et si tu le mets vraiment en avant en tant que tel, bah, le recruteur, il se dit que c'est hyper cool, tu as déjà bossé avec un client, c'est tout ce qu'il veut savoir. Et je fais une autre partie où c'est plus mes projets perso pour montrer que je suis investie en dehors du professionnel. Et donc là, je mets mes études de design, mes game jams et mes projets perso. Il y a une question d'une personne qui se pose la question en tant que game artiste, sais-tu s'il existe un métier entre le mesher et le level builder? Et si oui, est-ce que ce métier est courant en France, dans le JV en France? Ça dépend toujours des studios, mais en fait, level builder, je crois que c'est concrètement level artiste pour le nom. Tous les studios ont des noms un peu différents. J'ai même vu level architecte chez Arkane. Voilà. Du coup, à l'époque, quand les projets étaient plus petits, je sais que le level builder, c'était à la fois un level builder et un mesher. Ils faisaient vraiment tout constamment. C'est là, vu que les projets sont plus gros, il y a besoin de quelqu'un en fait, qui fasse que les props et l'autre qui soit plus sur le niveau. Ce qui est cool quand tu es level builder, c'est que ça te demande d'avoir une grosse affinité design. Tu ne fais pas juste un niveau pour qu'il soit joli, il faut aussi que ça corresponde au gameplay et avec toutes les contraintes que ça fait. Une autre question. Vas-y. Okay. Du coup, en tant que
que rassembleur et utilisatrice de la production finale, enfin, de tout ce que les autres ont fait. Est-ce que le level designer est souvent vu comme la personne qui découvre les problèmes et qui annonce les mauvaises nouvelles comme quoi ça marche pas, ou c'est le rôle de quelqu'un d'autre? Non, c'est complètement ça. Et ça te tombe un peu dessus parce que tu étais en train de cleaner quelque chose, tu étais content, ça ressemblait enfin à quelque chose. Et puis là, il y a plein d'autres trucs qui te tombent dessus. Tu te dis, mais pourquoi il a poussé ça, lui? Il est vendredi, il est 18h, il n'y a plus rien qui marche. Et du coup, effectivement, tu es annonciateur de mauvaises nouvelles parfois. Et c'est vrai que c'est souvent oublié dans le temps qu'on te demande pour travailler sur ton niveau. On oublie souvent toutes ces heures passées à aller voir quelqu'un et lui montrer pourquoi ça ne marche pas. Parce que le QA, évidemment, enfin, les QA font vraiment plein de choses là-dessus et du bug report. Mais parfois, toi, tu tombes nez à nez avec une feature design que tu ne trouves pas intéressante pour ton niveau et du coup, tu es parti pour 20 minutes de brainstorming avec le game designer alors que ce n'était pas prévu dans ta journée qui avait déjà un planning serré. J'en discutais avec un DLD d'Asobo qui s'appelle Damien Suka. Il me disait que c'était pour lui un peu le boulot ingrat, quoi. Parce que tu tapes tous les défauts et si le niveau est pourri, en fait, très souvent, on va dire que c'est de ta faute, alors que parfois, ça peut être à cause de plein de petites choses qui ne fonctionnaient pas très bien que tu as ce ressenti-là. Ce n'était pas des choses qui dépendaient forcément de toi. Et si une personne, il y a une personne qui demande comment intéresser concrètement les employeurs lorsqu'on ne justifie pas d'expérience professionnelle, par exemple lorsqu'on vient de l'UX ou de la 3D sans être dans le JV en tant que level designer. Là, c'est l'occasion de... Tu peux montrer ce que tu faisais avant et c'est hyper intéressant parce que avec l'UX, tu as les mêmes réflexions design que tu peux avoir parfois sur ton LD. Donc, c'est pas du tout incohérent. Et puis surtout, après, tu peux montrer ton énorme volonté à apprendre et à faire en faisant, comme je disais, plein de projets perso et en défonçant tes game jams, tes projets perso et les études que tu peux faire sur certains niveaux. Ça arrive régulièrement que des gens arrivent dans le jeu vidéo et n'ont pas d'XP dedans. Il y a un DLD qui travaille avec moi qui, avant d'être dans le jeu vidéo, a été pompier puis architecte. Et en fait, il est hyper bon, hyper passionné par ce qu'il fait. Et il s'est fait une remise à niveau pendant 1 an et demi où il a carburé. Et au final, il a réussi à être à Asobo. Et ça fait de lui quelqu'un d'hyper intéressant parce qu'il n'a pas toujours les mêmes réflexions qu'un étudiant qui sort juste de jeux vidéo. De quelle manière et à quel point est-ce que tu collabores avec les concept artistes? Au final, très peu. On ne parle pas souvent concept artiste. J'ai plus l'occasion de parler au directeur artistique qui, lui, fait des concepts. Mais le concept artiste attitré, très souvent, il s'occupe plutôt des concept art des personnages. Et du coup, j'ai pas souvent l'occasion de lui parler. Par contre, avec le DA, si je voudrais, par exemple, discuter avec lui, tiens, je vois que dans le concept art, tu as mis tel type de bâtiment, mais c'est quoi? C'est un bâtiment romain, mais est-ce que ça existait à ce moment-là? Est-ce que je peux l'utiliser? Est-ce que je peux aller dedans? Tu vois, tu te poses plein de questions après avec le DA. Tu À un parlais... moment, Vas-y, Yoann. À un moment, tu parlais des qualités demandées et le côté relation directe avec différents spécialistes qui travaillent sur différentes parties et que ça semblait le rapprocher du producteur. Est-ce que c'est une fausse impression de la personne ou est-ce qu'il y a vraiment des liens? C'est pas... Ça demande des qualités qui y ressemblent, je pense. Mais si je devais décrire le métier de LD comme ça, je dirais que tu es un peu un mini creative director de ton niveau, quoi. Où du coup, tu es obligé de parler à tous les cœurs de métier et faire en sorte que ça rassemble le boulot de tout le monde. Et c'est toi, en fait, qui doit avoir une grosse vision, une vision bien reculée et macro de tout ce que tu veux faire dessus. Mais ouais, effectivement, tu peux rapprocher ça un peu aux qualités qu'on demanderait à un producteur de savoir discuter avec les autres. Enfin, de toute façon, c'est demander à tout le monde dans la team, quoi. C'est important.
Il y a une personne anonyme dans le chat qui demande est-ce que tes niveaux réalisés sur des éditeurs comme le level editor de Far Cry ont été utiles pour tes entretiens? Pour mon entretien Ubisoft, oui. Et du coup, ça montrait que tu voulais ça montre que tu veux tester d'autres trucs et que tu t'adaptes à des différents éditeurs. Tu peux très bien aussi faire sur le source pour qui a fait Half-Life. Enfin, tu vois, tu peux faire ça sur plein d'éditeurs différents et c'est vachement pratique parce que tu as déjà plein de tools qui sont à ta disposition et tu n'as plus qu'à prouver que tu sais faire du design. Ce niveau, en l'occurrence, j'en suis pas particulièrement fière, tu vois, c'était le premier, j'ai pas eu l'occasion d'itérer dessus, mais ouais, ça a servi en tout cas. Ça m'a appris plein de trucs. Est-ce que tu as d'autres livres potentiellement à conseiller aux gens? Quel autre livre j'aurais? Moi, je pourrais vous envoyer des liens si vous voulez juste après. J'aime bien lire des livres qui portent juste sur la lumière aussi, parce que la lumière te permet de pas mal mettre en avant certaines choses dans tes niveaux. Lire des livres de design en général. Je vous enverrai les liens parce que je ne me souviens pas des noms là tout de suite, mais tu peux vraiment t'ouvrir à plein de types de bouquins pour pas forcément que des bouquins qui sont spécialisés jeux vidéo pour apprendre des trucs et les réutiliser.